Encore un drama historique au programme, et oui, je les adore, avec Unchained Love, une série fin 2022 qui a l'air d'être passée un peu sous le radar, alors qu'elle présente de bien belles qualités, en plus de donner un joli rôle à Wang He-di, parce que comment est-ce qu'on peut passer à côté d'une série avec un eunuque en personnage principal? Alors venez faire un tour avec moi à l'ombre de la pagode, il s'y passe plein de choses intéressantes. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Unchained Love est donc une série sortie en 36 épisodes sur Ichi à la fin de 2022 et a peut-être, en tout cas c'est ma théorie, souffert du succès amplement mérité de l'excellente série Love Between Fairy and Devil où Didi, le surnom de l'acteur Wang He-di ou Dylan Wang, nous campait un étourdissant Dongfang Chingsang. Et pourtant, comment ne pas craquer aussi sur ce perso de Xiao Duo, eunuque mais pas trop, qui n'est pas finalement si éloigné de notre leader suprême de la lune préférée. C'est sûr qu'à côté de l'explosion fantasy de Love Between Fairy and Devil, cette fiction historique dans le genre comédie est beaucoup moins tape à l'œil, encore que les images sont très belles, mais elle permet d'aborder des points historiques et culturels passionnants et servis par des acteurs impeccables, certains même meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été. Les costumes et décors sont jolis, la musique également, c'est très bien écrit, je vais insister là-dessus, et mis en scène de manière assez efficace par Tian Wu, un spécialiste des réalisations, ça passe ou ça casse. Quand ça casse, ça peut donner Diamond Lover, Choice Husband ou Be My Cat. Et quand ça passe, on se retrouve avec le sympathique Camellia Romance et surtout les complètement barrés mais fort jouissifs Well Intended Love 1 et 2. C'est comme d'habitude adapté d'un web novel intitulé Fu Tu Yuan, écrit par Yo Se-die, dont c'est je crois la première adaptation d'une de ses œuvres en version drama. Comme le titre original l'indique, l'accent est mis sur la pagode, Futu, ce qui va sauter dans la version anglaise pour le titre, puisqu'on hérite de l'amour déchaîné. C'est pas honnêtement terrible comme titre, mais il faut en fait le comprendre comme libérer des chaînes, puisqu'il s'agit d'une histoire sur des personnages aspirant à la liberté alors qu'ils sont tous prisonniers de la vie de palais. Ne jamais rêver épouser un empereur chinois, on ne le rappellera jamais assez. C'est la merde. Je comparerais d'entrée de jeu ce drama à du Shakespeare, et bah oui, j'ai pas peur. La première partie présente en effet de nombreux points communs avec les comédies du barde de Stratford, avec son petit couple d'amoureux en lutte face à l'autorité et des personnages plus âgés, des séparations et réunifications, de vieux contentieux familiaux, du jeu de dupes, un élément pastoral, un mélange de style et d'humour, de situations physiques, de dialogues, jeux de mots, et même du vaudeville avec des amants cachés sous le lit et dans le placard, et ces personnages secondaires ingénieux et irrévérencieux. Mais attention, la deuxième partie, elle, reste encore du Shakespeare et va basculer un temps dans la tragédie, avec des éléments qui vont te faire penser à Richard III et Hamlet. Heureusement, je vous rassure, la série se conclut sur une fin heureuse, reprenant donc le ton comédie du début, vous vous en sortirez donc indemne. Le pitch, grosso modo, l'histoire se déroule dans une Chine historique fictive et s'ouvre sur la mort de l'ancien empereur. Mais pas le temps de faire péter le champagne ou l'alcool de prune, car pour le harem, ça signifie surtout qu'un cheptel de concubines secondaires sont envoyés accompagner le défunt outre-tombe et prier après un dernier repas de se laisser gentiment suicider dans le tombeau qui est la pagode dont le symbolisme va marquer toute notre histoire. Du coup, c'est comme ça que l'on découvre notre héroïne, Bu Yin-lo, jouée par Chen Yu-chi, qui a trouvé là son meilleur rôle et qui fait un taf formidable, je le souligne, et qui est donc en train d'essayer de réfléchir à un moyen d'échapper à ce sort à la con, il faut le dire, vu qu'elle n'a jamais croisé l'empereur et qu'elle s'est retrouvée dans cette panade parce que sa belle doche avait préféré sacrifier la fille de la concubine au lieu de sa propre fille légitime qui est une connasse, vous vous en doutez. Coup de bol pour elle, bien que ça se discute, un frère du roi qu'on peut qualifier de prince inutile en pince pour elle depuis l'enfance et les coulisses et envoie à sa rescousse l'homme le plus craint et le plus influent du palais, un eunuque donc du nom de Xiao Duo, joué par Didi, et qui n'accepte de lui rendre ce service que dans la mesure où cela va lui permettre de se mettre dans la poche un régent éventuel pour contrer la redoutable impératrice, une cougar qui cherche à pécho le garçon. On la comprend la coquine, on peut pas lui en vouloir vraiment. Et là vous voyez bien se mettre en place
place le nœud d'embrouille si vous ajoutez à la donne que l'eunuque n'en est pas un et est sur un arc de vengeance pour trouver les assassins ou l'assassin de son frère jumeau, un mystère qui, vous vous en doutez, va nettement compliquer la relation des tourtereaux. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tous les acteurs sont bien et vont nous camper des personnages engageants et complexes. Ah oui, va y avoir de l'évolution, et même si vous êtes venu pour Didi, clairement, et qui fait le taf, je précise tout de suite que les personnages secondaires vont largement pouvoir prendre leur place. Que ce soit Peter Rowe dans le rôle du prince devenu empereur, et je vais particulièrement parler de son personnage dans cet épisode, ou Zhang Li, abonné au rôle de maman de Rosie Zhao ces derniers temps, mais qui joue une belle impératrice bitch, comme on adore les détester, avec quand même un supplément d'âme intéressant. Et puis on a bien sûr notre paire de domestiques qui sont craquants tout plein. Alors encore une fois, c'est vrai que je me répète, il y a de fortes chances que vous soyez venus sur cette série pour voir Wang Redi. C'est une excellente raison, je ne vous jugerai pas. Il y est très mis en beauté avec tout un tas de looks et nous régale de tout un tas d'expressions et d'émotions. Et oui, le petit couple vaut carrément le déplacement. On a notre opposition préférée avec un boss en noir, bad boy dangereux, un Hadès en puissance avec son épée qui porte le nom d'attente de l'enfer, et puis de l'autre on a la jeune femme épicurienne et lumineuse dans ses robes vaporeuses, une fouteuse de merde rayon de soleil, vous me direz. Mais attention, je le dis d'entrée de jeu, c'est pas une quiche. Elle a beau se prendre à rêver à une vie consacrée au farniente et aux jeux de société, à manifester clairement son manque d'ambition et son désir de passer sous le radar, c'est une filoute, une vraie, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui dans sa paresse et indifférence affirmée, est capable pourtant de risquer sa peau pour sauver des personnes qui lui sont chères, et qui sait aussi bien utiliser sa tête que donner des baffes à l'occasion. Elle sait se débarrasser d'une duègne qui veut la mettre au pas, se méfier de sa sœur bitch, venger sa mère honteusement traitée par son père et sa belle-mère, déjouer les eunuques vicelards, et compose autant qu'elle peut avec un despote jusqu'à ce qu'elle finisse par l'envoyer balader dans une scène extrêmement jouissive à regarder. Oui, vous allez prendre votre pied plusieurs fois quand même. Quand on fait sa connaissance, alors que toutes les femmes autour d'elle sont en train de se lamenter sur leur sort, elle est déjà en train d'imaginer un recours, une sortie. On comprend d'entrée de jeu que c'est une survivante qui a l'intelligence d'apprécier la vie, qui court après la joie et la lumière, autant que Xiao Duo est depuis longtemps prisonnier de l'ombre et d'une forme de dépression. Au début, elle est en bas de l'échelle, impuissante, tandis que lui nous apparaît comme le roi du pétrole, patron incontesté du bureau d'information du palais, combattant badass et favori de l'impératrice, envers laquelle il éprouve une répulsion manifeste. Et c'est là que le bas blesse, c'est que son pouvoir est très conditionnel, et que ces deux-là sont en fait déjà beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'il n'y paraît. Tous deux intelligents, mais aussi tous deux rabaissés par leurs conditions sociales. Elle parce que c'est une femme, et on verra à quel point la situation est en effet bien dégueulasse là-dedans, et lui parce que supposément eunuque, et donc déjà un laquais subalterne, mais pire qu'un laquais, car moins qu'un homme. Et là je vais faire une pause sur cette situation d'eunuque, un sujet en or pour une série, mais finalement pas traité autant que cela, et c'est bien dommage. Dans mes souvenirs de jeunesse, hormis l'eunuque d'Angélique et Sultan, il y a surtout un téléfilm britannique, avec notamment Omar Sharif et Ava Gardner, qui se passait dans le harem du sultan de l'Empire ottoman, et où entrait le perso masculin avec un certificat trafiqué d'eunuque pour aider à l'évasion de la jolie britannique, qui s'était retrouvée d'ailleurs avec la complicité du dit perso masculin. Ça s'appelait La Nuit du harem, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Honnêtement, à part Farinelli, je n'ai rien d'autre qui m'a vraiment marqué après. Mais parce que l'eunuque est un personnage important de la cour impériale chinoise, j'en ai vu quand même depuis pas mal, et je déplore que cette figure soit le plus souvent reléguée au second plan, ou de l'ordre de l'accessoire, alors qu'il a un sacré potentiel, et que par ailleurs les eunuques ont parfois joué un rôle capital dans la politique du pays. Même si, alors j'avoue tout de suite, je m'intéresse beaucoup moins à la question politique qu'au bazar potentiel dans le harem. Alors bien sûr, des eunuques, j'en ai vu défiler des tripotés, mais en tant que personnage important, et surtout love interest potentiel, il y en a pas des masses. On distinguera entre les comédies, où là c'est le personnage principal, forcément un faux eunuque, et ça donne par exemple Oh My Lord ou Supervisor Husband. Heureusement dans tous les cas ils peuvent faire quéquette, je vous rassure. Et puis il y a les drames, et là vous vous doutez que ce sera plus compliqué et que la castration est bien réelle, et c'est du personnage secondaire forcément. Alors ça peut tomber dans le vicieux, ou en tout cas le malsain obsessionnel, avec mon préféré qui est l'eunuque de Yanxi Palace, ou le pathétique, comme c'est le cas dans Rui's Royal Love, où c'est une horreur absolue, ou dans l'histoire forcément condamnée d'avance entre l'eunuque et la princesse dans Serenade of Peaceful Joy. On trouve déjà une tradition de l'eunuque impérial dès la cour de Qin. J'ai presque envie de dire que là où tu as un harem, forcément tu vas avoir des eunuques, et il y a en effet
Deux types d'eunuques. Ceux qu'on a castrés par châtiment pour un crime ou règlement de compte, bref, c'est la pire humiliation que tu puisses faire subir à un homme, et la castration volontaire de jeunes hommes, ou en tout cas de jeunes garçons, ou semi-volontaires, car demandés par les familles, qui voilà une chance de promotion sociale en travaillant au plus près, parfois très près, il y a eu des histoires gays, du pouvoir impérial. Normalement, les eunuques chinois subissent une castration complète, c'est-à-dire qu'on leur coupe à la fois les testicules et le pénis si vous vous posiez par hasard la question. Mais il est arrivé que certains eunuques puissent conserver leur pénis. Certains avaient le droit d'avoir une compagne au palais ou d'adopter des enfants, et la tradition a perduré jusque vers la fin de l'empire des Qing, c'est-à-dire juste avant l'ère républicaine et l'arrivée au pouvoir des communistes. Les eunuques étaient évidemment considérés comme des monstres, et le fait de ne pas pouvoir transmettre le nom de la famille à une descendance comme une rupture avec les vertus traditionnelles confucéennes. Et oui, il faut s'attarder sur la question parce que c'est le centre de l'histoire et que tu vas bouffer de la symbolique phallique ou en rapport avec stérilité, fertilité et impuissance. Donc comment te dire que ça a été particulièrement développé dans la série. D'ailleurs, c'est un point que la servante de l'héroïne, qui va se retrouver elle-même à coquiner avec un eunuque, ne cesse de remettre sur le tapis. Comment peut-on aimer un eunuque ou avoir une relation avec un eunuque? On ne pourra pas goûter aux joies d'une vraie vie de femme ou aspirer à devenir mère. La servante n'a pas forcément beaucoup d'imagination, mais rassurez-vous, elle aura l'air d'être satisfaite de sa situation plus tard. N'empêche que c'est censé être le gros dilemme que par contre l'héroïne n'a pas une minute, presque étonnée de découvrir comme un cadeau bonus que celui qu'elle a choisi comme compagnon, tout en le croyant diminué, a bien en effet une pochette surprise garnie. Dans l'assortiment réjouissant de symboles, je vais vous donner l'épée tenue bien ostensiblement devant les parties, des cerises, bonjour les coucougnettes, des poiriers sur lesquels on s'inquiète de leur incapacité à pouvoir donner des fruits, un porte-bonheur poisson qui, oh comme c'est subtil, va de pair dans un échange entre les amoureux avec un anneau, soirée vis et boulon donc, et bien sûr la pagode fièrement dressée pendant toute la série et qui représente son problème, le patriarcat. Ce qui est chouette est justement dans la question d'échange entre les amants. C'est elle qui porte le symbole phallique du poisson alors que lui porte le symbole plus féminin de l'anneau. Lorsqu'ils décident de faire un pacte d'alliance au début de leur histoire, c'est d'ailleurs par ces artefacts que cela passe, le tout scellé avec du rouge, encore une fois, c'est pas très subtil. Plus tard, il lui donnera son anneau en gage d'amour afin de lui donner du pouvoir, elle qui en a manqué toute sa vie et dont elle saura faire bon usage. À son tour, elle lui confiera le symbole phallique, et d'ailleurs après la consommation de leur union, restituant sa virilité qu'il a dû cacher pendant 6 ans à tout le monde, tout ça pour lui servir de porte-bonheur, et en effet, ce symbole phallique va lui sauver la vie pendant une attaque. Leur union les rend plus forts avec un joli motif yin-yang, du poisson blanc et de l'anneau noir, du mélange entre masculin et féminin. Il y a aussi l'épée qui est double et dont elle parvient à s'emparer d'une moitié, ce qui a l'air de lui faire de sacrés effets. Personne n'avait fait mumuse avec son épée avant, et qui pour moi est la première étape à lui ouvrir le cœur, la deuxième et finale étant quand elle prétend pouvoir fructifier le poirier stérile et solitaire qui le représente. Et en effet, le poirier va porter des fruits après l'action énergique de la fille qui va le secouer. Là encore une fois, on y va à fond. J'aime aussi tout particulièrement le symbolisme du don des chaussures pendant leur arc pastoral dans le pays de l'Ouest, où ils peuvent enfin s'avouer leurs sentiments et où la tradition veut que la mariée confectionne une paire de chaussures pour son époux afin qu'ils fassent toujours chemin ensemble. Comment vous dire qu'une bonne paire de chaussures à enfiler est un évident symbole de consommation sexuelle. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils ont chargé le symbolisme, car même si on aura plein de belles scènes de baisers, de lits et même certaines assez rigolotes et pleines de tendresse, on aura également du porno de la main, des regards in amoureux torrides, et ils ont quand même monstrueusement massacré la première scène d'amour en bateau, avec une coupure évidente sur une scène de baiser où Yin Lo a vraisemblablement mordu Xiao Duo à la lèvre, alors qu'elle est dans une phase où elle prétend le repousser pour le protéger de l'empereur, et qu'on nous zappe de manière scandaleuse, ainsi que le moment, quelques instants après, où elle va céder, coupé avec un plan vue d'oiseau sur le bateau au milieu des lotus. Vous allez forcément râler là-dessus, moi j'ai particulièrement gueulé de mon côté, mais apparemment la série a été beaucoup censurée. On a perdu des scènes et sûrement des très bonnes. On a quand même une nana qui est envoyée parfaire son éducation au bordel pour plaire au roi, et on la verra y apprendre la danse du tambour, ce qui paraît un peu léger comme éducation sexuelle, même si ça fera en effet beaucoup d'effets à notre Xiao Duo. Mais bon, il est tellement frustré sexuellement que n'importe quoi pourrait lui faire de l'effet, pépère. On remercie donc le symbolisme de ne pas y être allé avec le dos de la cuillère pour nous faire comprendre qu'il se passe plein de choses de ce côté-là. Bien sûr, la plus grosse opposition dans l'histoire
pouvoir est entre fertilité et stérilité, virilité et impuissance, et ça se joue entre les deux personnages masculins. Xiahou Duo, l'eunuque, jeune, un valet normalement stérile et émasculé, et de l'autre côté l'empereur, normalement un homme intact qui est censé incarner la toute-puissance. Sauf qu'évidemment, dans le chassé-croisé ou le chiasme, l'eunuque est celui qui en a une belle paire et qui va coucher avec l'héroïne, alors que l'empereur va se retrouver diminué, apprend qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant après un accident, reste dans la frustration vis-à-vis de l'héroïne qu'il essaiera de violer sans succès et ne peut posséder que de manière malsaine en faisant sa prisonnière. Amour et pouvoir, virilité et autorité vont opposer sans cesse les deux hommes. L'un est craint au début mais suscite le respect car il exerce son autorité avec intelligence, l'autre finit par semer la terreur et perd le respect de tout son entourage car il gouverne par caprice. Parce que les symboles de virilité se confondent en effet tout le temps avec ceux du pouvoir, incarné principalement par la pagode, pouvoir masculin forcément, mais aussi pouvoir impérial, son lien direct avec la volonté du ciel. Et de fait, la série ne va cesser de déboulonner les symboles traditionnels de pouvoir et d'autorité d'une manière qui a étonnamment passé la censure, parce que les dialogues y sont allés à fond sur le fait de postuler le rêve de la fin du despotisme impérial et de l'arrivée dans le futur d'une société empreinte d'un idéal de justice et de droiture. C'est peut-être une des rares maladresses dans le script qui adopte parfois un ton résolument moderne, notamment dans les discours féministes de l'héroïne qui sont pourtant d'excellentes scènes, et dans la condamnation du système de classe féodale avec ton moment Braveheart Freedom pour Didi qui risque l'écartèlement et pousse la population à la révolte. Le respect aux aînés et aux figures de l'État, on oubliera car l'empereur et l'impératrice, plus âgés que les héros, sont deux figures despotiques et pathétiques qu'il faut rapidement éliminer. Quant à l'autorité familiale, on repassera aussi puisque la famille de l'héroïne est une horreur, en particulier le père, et que bien qu'elle ait longtemps essayé de respecter l'étiquette, entre son amour et sa famille, le choix sera vite fait pour l'héroïne. Piété envers un sacro-saint serment de vengeance, on oubliera pareillement, Xiahou Duo a sacrifié sa vie et son bonheur pour venger son frère, auquel il ne peut rendre hommage qu'en loose day avec un mini-hôtel de fortune, mais quand il a enfin l'occasion de tuer celui qui est responsable de la mort de son frère, je te le donne en mille et mille, c'est le père bâtard de l'héroïne, il décide de renoncer à la vengeance car il a un nouveau projet bien plus engageant qui est celui de vivre heureux avec celle qu'il aime et d'assurer son bonheur. Le pouvoir ici est clairement représenté comme une prison entre l'imagerie de la pagode qui sert de mausolée, des cages à oiseaux, les lanternes que fabrique l'empereur qui sont également autant de cages et quelques paraboles qui vont émailler l'histoire et qui sont au moins au nombre de 3, celle des fleurs, de la renarde et des poissons. Dans la métaphore des fleurs, la sœur de l'empereur essaie de lui expliquer que certaines fleurs ne peuvent que mourir dans le sol du palais, afin de le dissuader d'épouser Yin-Lo. Évidemment, il n'en aura cure, seul compte son petit plaisir. Dans l'histoire de la renarde, l'impératrice douairière ferait pleurer Saint-Exupéry en expliquant comment un homme incapable d'apprivoiser un renard magique ou une renarde magique a fini par le briser et le tuer afin de garder près de lui cette créature pour toujours. Ce sera le programme que le roi va appliquer. Et puis, il y a l'histoire des poissons où l'on compare le palais à un dangereux étang où un poisson féroce dévore les autres, mais serait de toute façon remplacé par un autre s'il venait à disparaître. Ça, c'est une critique plus large du système féodal. Le palais est une machine à briser les êtres, comme en témoigne l'avis de l'impératrice, qui ne rêvait plus que d'un geste de tendresse de Xiahou Duo envers elle, parce qu'elle ne savait plus, au fond, ce que c'était que d'être humaine. Il n'y a pas d'humain dans le palais, il n'y a que des fonctions. Et c'est vrai que la vie à la cour n'est pas là pour t'envoyer du rêve, surtout dans un contexte où cette dynastie fictive perpétue une tradition qui en effet bien été pratiquée pendant plusieurs vraies dynasties chinoises, celle de faire des concubines d'un empereur défunt des tribus pour l'accompagner dans l'au-delà. Ce n'était pas nécessairement une pratique systématique, la plupart du temps les épouses n'étaient pas obligées de suivre dans la mort un homme qu'elles n'avaient finalement pas bien connu, et parfois ce destin se faisait sur le principe du volontariat, bien qu'on peine à imaginer des femmes y allant de leur plein gré. Le plus souvent, les anciennes épouses devenaient des nonnes ou gardaient le mausolée de l'empereur, certaines obtenaient des titres honorifiques et restaient à la cour, et parfois dans certaines dynasties, elles avaient l'autorisation de quitter le palais pour pouvoir refaire leur vie. Il était cependant considéré comme tabou pour le nouveau souverain de prendre pour épouse une des anciennes concubines, et on sait assez les problèmes que cela a pu causer dans le cas de Wu Zetian. Ici, on ne cesse de rappeler à l'empereur qu'il n'est pas décent qu'il épouse une des femmes de son frère, même si elle n'avait jamais eu de contact avec le précédent souverain. Néanmoins, cette pratique du suicide collectif organisé a bien eu cours, et on a un exemple particulièrement intéressant dans la dynastie
dynastie de Ming qui a, je le crois, fortement servi de modèle pour l'histoire de nos personnages. Et il va donc falloir parler du charmant, si on peut dire, empereur Yongle, qui signifie joie éternelle. On rigole d'avance. Troisième empereur de la dynastie Ming au XVe siècle, il a certes son heure de gloire en tant que commanditaire de la cité interdite, mais il n'aurait jamais dû hériter du trône qu'il a usurpé à son neveu et peut à juste titre être considéré comme un despote sanguinaire, avec un épisode particulièrement frappant pour notre histoire qui est celui du massacre qu'il a organisé au sein du palais afin d'étouffer un petit scandale dans son harem. Non seulement sa favorite Lady Tsui entretenait une liaison avec un eunuque du palais, mais la rumeur avait largement couru au moment de la révélation de ce scandale que le roi était impuissant. De rage, il fit exécuter 2800 personnes, concubines, servantes et eunuques, pour éliminer les témoins de son infortune. Mais pas la principale coupable. Que nenni, il lui avait réservé un tout autre sort, puisqu'elle fit partie des 15 concubines ayant l'honneur tout relatif, ma foi, de se suicider par pendaison lors de son décès quelques années plus tard, alors que l'empereur avait fini son règne dans la dépression et la paranoïa. Or, c'est peu ou prou notre personnage de Mujong Gongao, même si le trait est forcé sur la veulerie du personnage dans la série. Gongao grandit harcelé au sein du harem car sa mère est de basse extraction, et malgré l'amour de cette dernière et celui de sa sœur, et ainsi que la loyauté de son eunuque et son statut de prince, il est peureux, velléitaire et développe une fixette malsaine sur l'héroïne parce qu'elle a eu le malheur de le sortir un jour d'une pièce où il était enfermé dans le noir. La voyant comme son unique rayon de lumière, il est obsédé par elle et transpose cette obsession qui n'ose pas se manifester ouvertement, vu qu'au lieu d'aller lui parler comme tout à chacun, il la stalk sans qu'elle ne le calcule jamais ni se souvienne de lui, sur les lanternes qu'il fabrique en série et pour lesquelles il a un réel talent, probablement le seul qu'il ait d'ailleurs, car c'est une merde. Mais de premier abord, sa timidité, ses talents manuels et son côté roi malgré lui, amoureux d'une femme qui ne l'aime pas, m'avaient fait lui donner le surnom de Louis XVI. Or, c'est beaucoup insulter Louis XVI de les comparer tous les deux. Au début de la série, on le trouve comme tous les autres personnages, sympathique et bonhomme, il fait pitié avec son amour à sens unique, il est pas bien finot et pas bien une lumière, ce qui est ironique quand on fabrique des lanternes. Mais attention, il sert à illustrer la manière dont le despotisme peut se mettre en place, le danger de donner du pouvoir à des êtres médiocres et possiblement rancuniers, qui plus est quand tout l'entourage encourage sur la voie de la tyrannie. L'ironie de l'affaire est que, en effet, tous les persos qui vont souffrir de sa folie, on peut pas le dire autrement, ont joué un rôle pour lui donner les moyens de les faire souffrir. Que ce soit Xiao Duo qui le met dans la place puis couvre l'homicide involontaire sur le neveu et réel héritier, l'héroïne qui est gentille et l'encourage sur le conseil de Xiao Duo à prendre plus d'autorité dans ses décisions et s'impliquer dans les affaires d'État, l'eunuque qui flatte tous ses bas instincts et lui dit que ses décisions viennent du ciel, tous ont contribué à nourrir et à libérer le monstre, le mauvais génie de la lanterne. On croyait avoir Louis XVI, mais c'est un mix entre Dupont-la-Joie et Richard III, dont il prend d'ailleurs la claudication et l'aspect de plus en plus difforme et repoussoir vers la fin de la série, sans compter les cauchemars qui le hantent d'avoir causé la mort de son neveu et volé son trône. Même s'il y a plein de scènes où il incarne les cocus de comédie comme dans Molière, c'est un fou dangereux qu'on va se prendre à détester. Peter Rowe a vraiment fait une composition formidable et vole presque la vedette au petit couple tellement son perso est fascinant dans sa descente infernale vers la tyrannie à coup de frustration de son ego. Il a certes été brimé dans son enfance, mais il a en même temps connu l'amour de plein de personnes et a un entourage loyal en fait, y compris dans le couple de tourtereaux. C'est que le personnage est foncièrement pourri. Privé de pouvoir, il était pathétique certes, mais il n'était pas dangereux. Une fois arrivé à la plus haute fonction, il va laisser exploser son narcissisme blessé et semer la dévastation. Histrionique dans sa cruauté, il est franchement immonde, même si j'ai été étonnée que la série n'ose pas pousser la logique de la torture qu'il fait subir à Xiao Duo jusqu'à une réelle émasculation. En toute logique, c'est ce qu'il aurait dû faire, mais le drama a bien sûr voulu protéger le happy end du couple et ne pas trop abîmer notre Didi. Mais du coup, je reviens sur mes amoureux qui ont maille à partir avec cet empereur à qui tu vas souhaiter au fur et à mesure 1000 morts, le genre d'ordure qu'on se régale d'autant plus à détester qu'on ne l'avait pas forcément vu venir, même si petit à petit on sent le malaise monter. C'est un excellent partenariat que ce couple parce qu'ils se complètent, se soutiennent et se respectent. On a même pour les fans de Relo des force bonds entre ces deux-là qui parviennent à communiquer en pensée ou au travers d'un mur. Elle est prise de liberté, va être prête à supporter l'enfermement dans le harem du moment qu'elle peut aider à protéger son loulou et lui apporter la réponse à sa recherche. Lui, obnubilé par obtenir justice pour son frère, va être prêt à renoncer à la vengeance ainsi qu'au pouvoir juste dans l'espoir de vivre avec sa chérie, d'amour et d'eau fraîche. C'est dans la nature que ces deux-là
là, font leur vœu de mariage, et c'est au milieu de nulle part qu'ils vont vivre la phase la plus enchantée de leur histoire. Leurs échanges sont empreints de drôlerie et de tendresse, le tout dans la réciprocité, comme dans les scènes qui se font pendant où ils se volent un baiser. J'ai adoré les moments d'embarras, les scènes où il esquisse un geste pour la toucher, les moments où il n'en peut plus de se contrôler face à elle ou quand il est jaloux de voir l'empereur la considérer comme sienne. J'ai adoré la possessivité qu'elle a très vite envers lui, le fait qu'elle se montre audacieuse et proactive, sa joie de vivre en général ainsi que son insolence. J'ai adoré le voir tomber amoureux et trouver toutes les astuces pour la garder près de lui. J'ai adoré qu'elle lui permette enfin d'être heureux en donnant un nouveau sens à son épée, qu'elle va réinterpréter non comme une sentence vers l'enfer, mais comme un symbole de renaissance. Et de fait, ces deux-là doivent connaître plusieurs morts avant d'échapper au palais et vivre enfin leur amour. Vous avez pléthore de passages adorables et de moments drôlissimes, mais la vilainie crasse de l'empereur va vous donner vers la fin de sérieux moments insoutenables de torture physique et psychologique et des moments où vous pensez que peut-être les persos ne pourront pas s'en sortir. Mais chaque fois que tu crois que le roi va arriver à briser la renarde et la prendre au piège, elle parvient à avoir de la ressource et notre lascar de faux eunuque est bien en effet sur un arc de renaissance. Comme c'est bien écrit, les amants vont repasser à la fin par le lieu de leur rencontre du début. Le roi a prévu d'enfermer la princesse dans la tour de la pagode et de la murer dans une dévotion posthume envers lui, tout comme l'empereur Yongle voulait le faire avec sa concubine infidèle. Mais si le chevalier est prêt à briser la tour pour délivrer sa princesse, jusqu'au bout l'héroïne sera pleine d'ingéniosité et laissant derrière eux le symbole cramé de la tyrannie, nos deux loulous peuvent se sauver et être enfin libres. Alors c'est vrai que ce drama n'a pas l'envergure du conte de fées cosmique de Love Between Fairy and Devil, mais il est une vignette librement inspirée, mais finalement pas tellement, d'un système pourri et gangréné, et il est une représentation de l'aspiration à l'amour et à la liberté au milieu de la corruption et de la décadence. En tout cas, c'est pour moi une série très réussie et qui confirme les capacités de Didi en tant qu'acteur. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode drama. Le prochain au programme sera assez secoué, je vous préviens. En attendant, pour ceux qui me suivent sur la playlist du mois drama, eh bien n'oubliez pas que maintenant ce rendez-vous a lieu les 15 du mois et non plus en fin de mois, afin de pouvoir rattraper le retard qui s'était accumulé. Et pensez à me laisser un commentaire si vous avez vu la série, à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt.